Hay un poema de Rudyard Kipling, el autor del célebre libro El libro de la selva, que siempre me ha impresionado y emocionado mucho. Es una carta que Kipling le envía a su hijo, que está en el frente de guerra, en la Primera Guerra Mundial, en 1915. El hijo morirá unas semanas después de esta carta, que esta carta haya llegado a sus manos. Y es una carta que además me dejó mi padre antes de morir. Y hay un texto de Rudyard Kipling que incluye en sus cartas, que es como una suerte de poema, que resume su filosofía de vida, que dice así, y que voy a leer en francés. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux rester calme, alors que sur ta route, un chacun perd la tête et met le blâme en toi. Si tu gardes confiance, alors que chacun doute, mais sans leur en vouloir de leur manque de foi. Si l'attente pour toi ne cause trop pas grand-peine, si entendant mentir, toi-même tu ne mens. Aussi étant haï, tu ignores la haine, sans avoir l'air trop bon ni parler trop sagement. Si tu rêves, sans faire des rêves ton pilastre. Si tu penses, sans faire de pensée toutes les sons. Si tu sais rencontrer triomphe ou bien désastre, et traiter ces trompeurs de la même façon. Si tu peux supporter tes vérités bien nettes, tordues par des coquins pour mieux duper les sots, ou voir tout ce que fut ton but brisé en miettes et te baisser pour prendre et trier les morceaux. Si tu vas dans la foule sans orgueil à tout rompre, ou fraye avec les rois sans te croire un héros, si l'ami ni l'ennemi ne peuvent te corrompre, si tout homme pour toi compte mais nul pas trop, si tu sais bien remplir chaque minute implacable de 60 secondes de chemins accomplis, à toi sera la terre et son bien délectable, et bien mieux, tu seras un homme, mon fils. Et pour parler sur la douleur, sur le sens de la vie, sur la capacité de l'homme de se reconstruire chaque fois à partir de ce poème de Rudyard Kipling, je veux remercier à Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre et éthologue et directeur d'enseignement à la faculté de lettres et sciences humaines de Toulon, d'être ici à la beauté de penser dans cette conversation. Merci. Merci à vous. Quelles sont les émotions qui vous viennent quand vous écoutez ce texte de Kipling? Kipling est souvent cité pour défendre l'idée de la résilience, c'est-à-dire qu'il raconte très bien que si tu peux voir détruit sans l'ombre d'un soupir l'œuvre de ta vie, et sans dire un seul mot te remettre à bâtir, tu seras un homme, mon fils. C'est-à-dire que tout le monde connaît des épreuves dans la vie, certains se laissent abattre, tout le monde est blessé, et certains recommencent à construire, malgré la blessure. Et ça, c'est la définition de la résilience, et Kipling est souvent cité pour illustrer ces épreuves inévitables. Pourquoi vous avez élu ce mot qui vient de la science physique, la résilience? C'est pas moi qui ai choisi la métaphore, c'est une psychologue américaine, Amy Werner, qui a choisi cette métaphore qui vient effectivement de la science physique. Je travaille à Toulon, qui est le plus grand premier port de guerre français, où il y a beaucoup de marins. Et j'avais entendu ce mot de la résilience à propos d'un sous-marin. Et on disait un sous-marin est résilient quand il garde sa structure, quelles que soient les pressions du milieu, et quand il continue sa route, quels que soient les chocs qu'il reçoit. Ça ne m'avait rien évoqué, et je m'étais dit, jamais on ne pourra faire quelque chose de psychologique avec ça. Et puis finalement, c'est une bonne métaphore, c'est-à-dire que c'est comme toutes les métaphores, ça aide à penser, mais ça peut piéger la pensée. Or, en psychologie, on emploie beaucoup de métaphores. Et ces métaphores donnent des images qui nous permettent de structurer notre pensée. Ça veut dire que un être vivant, un homme, un enfant, une personne âgée, est déchiré par un traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait? On passe sa vie à pleurer, on passe sa vie à gémir, on fait des revendications, on cherche à se venger, on fait une carrière de victime, ou au contraire, comme le dit Kipling, on cherche à se reconstruire. On a le choix. Et je crois que la résilience cherche à reconstruire. Pourquoi il y a des personnes qui peuvent se reconstruire, il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire ce travail, cette auto-poiesie, c'est-à-dire de se refaire à nouveau, se reconstruire? Alors voilà, ça c'est la question qu'on s'est posée, c'est le mystère. Pourquoi dans des situations de fracas
certaines personnes se reconstruisent et pourquoi, à l'inverse, dans des situations privilégiées, certains passent toute leur vie à souffrir. Voilà la question qu'on s'est posée. Et on s'est fait la réponse suivante. Il y a 3 forces qui nous permettent de résister et de se reconstruire. C'est l'acquisition de ressources internes. Dans les premiers mois de la vie, dans les premières années, si j'ai été aimé, le fait que vous, ma mère, le fait que vous m'aimiez, me donne confiance en moi. Quand je reçois un coup, je souffre, mais je garde l'espoir de me reconstruire. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est rien du tout. Je souffre. Le coup me fait souffrir, mais je garde l'espoir et je vais chercher autour de moi les gens qui vont m'aider à me reconstruire. Ça, c'est le premier facteur de la résilience, l'acquisition des ressources internes dans ma mémoire et dans mon apprentissage affectif. Le deuxième facteur, c'est la signification qu'on attribue au fait. Certains ne sont pas traumatisés par un fait parce que pour eux, ça ne signifie rien. Donc c'est un accident de la vie, bon, c'est pas grave, on continue. D'autres, au contraire, seront profondément blessés par le même fait parce que pour eux, c'est lourd de sens. Ça signifie beaucoup trop de choses et ça les blesse. Et le troisième facteur, c'est la disposition autour du blessé de ressources externes, de soutien affectif sensé. C'est les 2 mots-clés de la résilience. Moi, enfant blessé, je n'ai aucune chance de reprendre ma vie d'homme, comme le dit votre ami Kipling. Je n'ai aucune chance de reprendre ma vie d'homme si il n'y a pas autour de moi quelqu'un qui m'aime, une famille, une femme, un homme, des amis. Et je n'ai aucune chance de reprendre ma vie si je ne donne pas sens à la violence insensée. Pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas mis beaucoup d'attention sur ce fait que les gens qui ont subi un trauma ou une grande douleur puissent se reconstruire? Et plutôt, on avait regardé les effets du trauma. Pourquoi cette omission dans la psychologie, la psychiatrie, tout ça? Alors, oui, vous dites omission, moi je dis presque déni. C'est-à-dire que dès le début, les gens qui se sont intéressés au traumatisme, les psychanalystes, ont clairement écrit qu'une guérison était possible. Personne ne s'y est intéressé. Moi, je crois que c'est le misérabilisme occidental qui fait qu'on a décrit les dégâts qui existent, la souffrance existe, et on ne s'est pas intéressé aux moyens d'attraper ces hommes, ces enfants, pour les aider à se reconstruire. Qu'est-ce que c'est le misérabilisme occidental? C'est le choix de ne voir que la détresse. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. C'est le choix de ne voir que la détresse. Alors que la résilience voit la détresse et cherche à en faire quelque chose. Jean-Paul Sartre disait, la phrase qui est clé pour nos théories, c'est qu'allez-vous faire de ce qu'on a fait de vous? On vous a blessé. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez accepter la blessure ou est-ce que vous allez en faire quelque chose? C'est-à-dire que c'est votre part de liberté, à vous, homme blessé, de faire quelque chose de votre souffrance. Si vous n'en faites rien, vous allez rester blessé toute votre vie. Mais si vous en faites quelque chose avec notre aide, vous allez en faire une philosophie, une poésie. Hölderlin disait que la poésie, c'est l'hôpital des âmes blessées. Quand une âme est blessée, le plus sûr moyen de ne pas se soumettre à la blessure, c'est de la transformer en beauté, en poésie, en philosophie, en engagement politique, en altruisme. Moi, enfant blessé, je ne supporte pas qu'un enfant soit blessé. Je vais m'engager pour qu'on ne blesse plus les enfants. Et on donne sens à sa vie de cette manière. Et d'où vient, quelles sont les racines culturelles de ce misérabilisme, cette option occidentale de se concentrer dans la misère? Moi, je dirais que le judéo-christianisme a joué un grand rôle dans cette acceptation de la souffrance. Il y a d'autres cultures qui se sont rebellées très tôt contre la souffrance, et le judéo-christianisme en a fait une valeur de rédemption. Comme ça a été dit d'ailleurs, indolore pariès, tu accoucheras dans la douleur. Et si tu ne souffres pas quand tu mets ton enfant au monde, tu ne pourras pas l'aimer. Je ne pense pas comme ça du tout, mais ça a organisé une grande partie de notre culture judéo-chrétienne pendant des siècles. On a longtemps pensé que la douleur avait une fonction rédemptrice et qu'il était bien de souffrir. Alors, on dit que les juifs et les chrétiens sont doués pour la douleur, mais je crois que les musulmans sont très doués aussi pour la douleur. Je me demande même si ce n'est pas
la condition humaine qui fait qu'on a tendance à se laisser fasciner par la douleur et que la résilience se rebelle contre la souffrance et se rebelle contre la douleur. Est-ce que vous avez étudié, par exemple, dans la culture musulmane, et dans le monde arabe, par exemple, comment que fait cette culture avec la douleur, à différence de la culture judéo-chrétienne? Oui, je travaille beaucoup au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, sur la bande de Gaza, en Syrie, j'ai beaucoup travaillé en Syrie. Je travaille beaucoup au Maghreb, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et effectivement, la culture arabe a une autre attitude envers la douleur. Je crois qu'elle n'est pas meilleure que la culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'il me semble que la culture arabe encourage beaucoup à la soumission. Alors que la culture judéo-chrétienne fait de la souffrance une rédemption. Tu peux te racheter parce que tu as commis des péchés, tu as commis des fautes, mais tu peux te racheter de ces fautes parce que la souffrance a une fonction de rachat, de rédemption. Tu peux, si tu souffres, c'est bien, tu vas te racheter. Et les musulmans, me semble-t-il, ceux avec qui je travaille en tout cas, m'expliquent que la souffrance, elle nous est due, elle nous tombe du ciel, et le seul moyen, c'est de s'y soumettre. Et dans les Arabes avec qui je travaille, n'acceptent pas ça du tout. Et eux aussi travaillent beaucoup sur le phénomène de la résilience. Il faut absolument ne plus accepter cette idée. Il n'y a pas de raison de se laisser aller à la souffrance. Est-ce que Freud n'a jamais parlé de quelque chose semblable à la résilience, n'a pas fait des observations sur cette possibilité? Il n'en était pas loin. C'est-à-dire que c'est lui qui a le plus travaillé la notion de traumatisme, parce que le traumatisme aussi, c'est une métaphore. Hein. Ça vient du traumatisme physique. J'ai un bras cassé, mon corps est déchiré, et Freud avait dit, on va faire la même chose pour mon esprit. J'ai eu un choc psychique, mon esprit est déchiré. Et c'est Ferenczi, qui est un élève de Freud, qui m'a fait le mieux comprendre ce que peut être le traumatisme. Et pour lui, il dit que le traumatisme, c'est une agonie psychique. Il faut avoir été mort. Et ça, c'est pas une métaphore. Ça, les gens qui ont été gravement blessés par les tragédies de la vie disent « je ne suis pas sûr d'être vivant ». Vous êtes vivant. Vous croyez que je suis vivant. Moi, j'en suis pas sûr. Je suis un fantôme. Je suis une mécanique. Je n'ai pas d'âme. Je suis mort. Je suis en pleine agonie psychique. Mais en fait, c'est la fille de Freud, Anna, qui a été une des premières à faire des travaux organisés. Elle n'a pas appelé ça résilience, mais ça a été la première à dire, elle s'est occupée à Londres des enfants dont les parents avaient été écrasés par les bombardements de Londres pendant la guerre de 1940. Et elle avait recueilli, à la nursery d'Hampstead, près dans la banlieue de Londres, elle avait recueilli plusieurs centaines d'enfants dont les parents avaient été massacrés par les bombardements. Ces enfants ne parlaient pas. Et Anna Freud a été la première à dire, si on laisse ces enfants comme ça, ils sont perdus. Mais si on veut faire quelque chose pour ces enfants, on peut les récupérer. Et elle en a récupéré un très très grand nombre. Et notamment, elle faisait des réunions où elle demandait à tout le monde de donner son opinion sur les enfants. La femme de ménage, le jardinier, la cuisinière, les psychologues, tout le monde participait. Qu'est-ce que tu penses de cet enfant? Parce qu'elle disait, un enfant ne s'attache pas forcément à celui qui a le plus de diplômes. Et que le jardinier, la cuisinière, avait son mot à dire sur le développement de l'enfant. Et elle en a sauvé un grand nombre. J'imagine que vous avez travaillé avec beaucoup d'enfants et vous avez beaucoup d'expérience avec la résilience concrète, des exemples. Est-ce que vous pouvez peut-être choisir un ou deux exemples qui montrent comment se produit cette résilience? Alors, je connais un garçon qui a été très maltraité par son père, invraisemblablement maltraité par son père. Il a le nez cassé, il a les oreilles en chou-fleur, son père lui a cassé les deux jambes et l'a jeté dans la cave où il l'a abandonné. Ce garçon a réussi à se sauver de chez lui et il est devenu à Paris un enfant des rues. Et là, c'est devenu un bagarreur, un voleur, il s'est prostitué. C'était vraiment le voyou, le sale gosse. Et très méchant, et il disait je n'ai qu'un rêve dans ma vie, c'est tuer mon père. Et c'est comme ça qu'un jour, il a rencontré un homme et une femme qui ont complètement métamorphosé son destin. Cet homme, c'est un clochard.
Et quand... C'est une belle histoire. Hein, et je vais dire son nom parce qu'il l'a écrit, il en a fait un livre, donc c'est pas un secret. Et il s'appelle Tim Guénard. Et il dit, j'étais bagarreur, voleur, prostitué, et je voulais tuer mon père. Et puis un jour, sur un banc à Paris, je rencontre un clochard qui m'adresse la parole et qui prend un journal, Le Monde, et qui me fait le commentaire politique du gouvernement de la France. Alors moi j'étais très étonné, je lui dis mais comment est-ce que, toi petit garçon de 13-14 ans, comment est-ce que le commentaire politique d'un journal austère a pu te métamorphoser? Et je n'avais pas compris. En fait, Tim Guénard m'a répondu, c'est la première fois qu'on me parlait comme à un homme. Je ne comprenais pas ce qu'il me racontait, mais il me parlait comme à un homme. Et la deuxième rencontre qui a métamorphosé ce voyou, c'est une femme juge. Et cet enfant était arrêté, il volait, on le libérait, il recommençait à voler, à agresser, on le remettait en prison, il ressortait. C'était vraiment un sale gosse. Et puis une femme juge, un jour, a complètement changé d'attitude. Au lieu de lui dire, on t'a encore donné de l'argent, on t'a encore aidé, et tu recommences à voler, après tout ce qu'on fait pour toi, c'est voilà comment tu nous récompenses. C'est le discours qu'il entendait régulièrement. Et cette femme juge a changé de discours, elle lui a dit, tu as de gros bras, tu es courageux, je vais t'orienter sur un apprentissage de casseur de pierres, de casseur de cailloux et de sculpteur. Le gouvernement va te le payer, mais dans 6 mois, je veux que tu reviennes avec un carnet scolaire avec d'excellentes notes. Et Tim Guénard dit, mais c'est la première fois qu'on me demandait quelque chose. Jusqu'à maintenant, on m'humiliait toujours en me donnant des choses. Et là, elle attendait quelque chose de moi. Et à ce moment-là, il a été complètement métamorphosé. Et actuellement, il s'occupe d'un centre pour enfants. Et c'est l'homme le plus gentil que je connaisse. C'est une très belle et émouvante histoire. Vous avez mis dans votre livre un petit poème de Baudelaire. Baudelaire dit « Les chemins bourbeux rendent plus désirable l'aube spirituelle et plus tenace l'exigence d'un idéal ». Ça veut dire que la souffrance peut être bonne pour la vie. Alors, la souffrance n'est pas bonne pour la vie. Mais puisqu'on la reçoit, on peut en faire quelque chose de bon quand même pour la vie, malgré la souffrance. Alors c'est vrai que les chemins bourbeux, ou bien on y reste, et on est embourbé, ou bien on en fait quelque chose, comme dit Baudelaire, tu m'as donné du plomb et j'en ai fait de l'or. C'est-à-dire que j'ai métamorphosé ta souffrance. C'était du plomb à l'origine, c'était lourd, c'était sale, c'était lourd, tu étais malheureux. Mais j'en ai fait de l'or, c'est-à-dire que je l'ai transformé parce que tous les deux, en réfléchissant, on a cherché à donner sens à ce plomb qui t'écrasait, à cette souffrance qui était en toi. Donc je ne dis pas que la souffrance c'est bien, mais je dis que si on veut faire un travail de résilience, on peut transformer la souffrance en or. Vous avez parlé de la beauté comme importante pour la résilience. En quel sens la beauté, l'esthétique, la poésie, l'art sont importants pour la résilience? Absolument. La poésie, c'est la première forme de résistance à la souffrance. C'est-à-dire que je suis obligé de chercher les mots qui vont me permettre de donner une autre forme à la souffrance. Par exemple, quand je parle là, à l'instant, vous êtes en train de hocher la tête. Vous n'en avez pas rendu compte. Ce qui veut dire qu'en hochant la tête, à votre insu, sans vous en rendre compte, vous me donnez la permission de continuer à parler. C'est-à-dire que sans dire un mot, vous participez à la construction de mon propre discours. Alors que dans l'écriture, je suis seul, je plonge en moi et je m'adresse à l'ami invisible, au lecteur qui me comprendra à la perfection. Et comme je sais qu'il va me comprendre, donc je vais chercher les mots qui vont le mieux traduire ce que je sens pour lui donner. Donc l'écriture intime, solitaire, est quand même un acte relationnel. Mais dans l'écriture, je m'adresse à l'ami invisible parfait. Alors que dans l'acte de parole, je vous regarde, vous hochez la tête et vous participez. Si par exemple, vous faisiez ça, je changerais de discours. Donc, on est co-auteur de ce discours. Et la poésie est une manière de métamorphoser, et beaucoup de gens qui souffrent écrivent des chansons, écrivent des poésies, cherchent à comprendre, la contrainte à comprendre, deviennent philosophes. Et j'ai travaillé dans un orphelinat en Roumanie. Et les enfants étaient incroyablement massacrés par une pensée politique folle. Folle. Les femmes étaient obligées par la loi
à mettre au monde beaucoup d'enfants, et la même loi les empêchait de s'occuper des enfants. C'est-à-dire que les enfants étaient mis au monde et abandonnés. Donc c'est une loi, une pensée politique folle. Et ces enfants étaient des monstres. Et puis un jour, j'arrive dans un orphelinat, et je vois un petit garçon qui ne savait pas lire ni écrire, ni chanter, ni la musique, ni ne connaissait pas non plus l'écriture musicale, mais il avait la mémoire des mots et la mémoire de la musique, et il avait inventé une chanson qu'il se rappelait, et il obligeait tous ses petits camarades de chambre à chanter la chanson. Et je me fais traduire la chanson, et je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte dans sa chanson? Et les Roumains me disent, il raconte l'arrestation de sa mère à 4 heures du matin. La police était arrivée chez lui à 4 heures du matin et avait arraché sa mère, et le petit garçon était resté seul. Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il se soumet, et toute sa vie, il reste dans la déchirure, ou bien il raconte comment ça s'est passé, et peut-être que ça peut vous gêner, peut-être que vous pouvez le faire taire, alors que s'il en fait une chanson, s'il en fait quelque chose de beau, vous allez être intéressé à ce qui lui est arrivé. Et il va rejoindre le monde des humains grâce à la poésie et grâce à la chanson. Donc il reste humain grâce à la poésie. Il y a un poème d'un poète espagnol qui me vient à l'esprit, c'est de Blas Potero, qui dit, je vous le digo en espagnol, après en français, dice, he perdido toda la vida, he perdido mi patria, he perdido todo, pero me queda la palabra. J'ai tout perdu, ma patrie, ma vie, mon amour, mais ce qui me reste, c'est la parole. Et vous parlez dans votre livre de l'effet papillon de la parole. Oui. Qu'est-ce que c'est l'effet papillon de la parole? Parce que pendant très longtemps, je suis neurologue et psychiatre, et pendant très longtemps, on séparait le corps et l'esprit, et on disait il y a une coupure, et ces deux mondes radicalement différents. Les animaux n'ont qu'un corps, et les hommes n'ont qu'un esprit. C'est le dualisme de Descartes. Et cette coupure me gênait, parce que, comme je suis neurologue, j'étais neurologue, je me disais, mais quand il y a un trou dans le cerveau, ça peut gêner. Et je me disais, mais comment faire la jonction entre les deux? Et finalement, je pense qu'il n'y a pas de coupure, mais il y a une métamorphose grâce à la parole. Avant la parole, alors la métaphore que je propose, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire que la chenille vit dans un monde d'ombre, d'humidité, et sur le sol. Le papillon vit dans un monde d'air, de sécheresse et de soleil. Ils vivent donc tous les deux dans des univers totalement différents, et ils sont pourtant en continuité l'un avec l'autre, mais ils sont passés par le stade de la chrysalide qui a transformé la chenille en papillon. Et notre chrysalide, à nous les humains, c'est la parole. C'est-à-dire que quand on est bébé, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Il faut attendre 20 à 30 mois pour que nos enfants commencent à maîtriser la parole. Il n'y en a qu'un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né, de Rabelais, le jour de sa naissance, à peine né, il s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Rabelais, à part Pantagruel, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Il faut 30 mois, 20 à 30 mois, pour qu'il puisse préparer à la parole, et dès l'instant où il devient maître de sa propre parole, à ce moment-là, il change le monde. Que se passe dans cette étape très intéressante entre les premiers mois où l'enfant n'a pas de langage et le moment où il découvre le langage, la parole? Il y a un abîme, il y a une zone déserte. Est-ce que vous avez fait des investigations sur cette... Oui, bien sûr. Et on a forcément trouvé la vérité. Bon, avec majuscule. Oui. Alors, je pense que les enfants commencent à habiter dans un monde de langage avant la parole. C'est pas la même chose. Par exemple, ça c'est un langage. Oui. C'est un langage, mais c'est pas une parole. J'exprime mes émotions par la menace, je désigne quelque chose par le pointer du doigt. C'est un langage, c'est pas une parole. Et les bébés, nos enfants, vivent très tôt dans le langage, leur propre langage, puisqu'ils expriment des émotions. Très tôt, ils pleurent, ils sourient, ils gambadent. Donc très tôt, leur monde est structuré comme un langage. Très tôt aussi, ils habitent le langage de leur mère ou de leur père. Quand la mère est déprimée, les enfants sont fascinés, capturés par la mère dépressive,
Et quand la mère est suffisamment heureuse, la sécurité que leur donne leur mère leur permet d'explorer le monde. Ils sont en confiance et ils s'intéressent au monde extérieur. Donc c'est un langage, mais ce n'est pas la parole. Et ils maîtrisent leur propre parole, et alors là, c'est la métamorphose, vers le 30e mois. Un mot, une parole rencontre une autre parole qui engendre une troisième parole, et alors là, ils se mettent à vivre dans le monde des mots, dans le monde de l'intersubjectivité. Et là, on échappe à la biologie. Alors l'exemple que je prends toujours pour illustrer, pour répondre à cette question, on a fait des expériences, parce qu'on a réussi à faire croire qu'on était scientifique. Donc on a fait des expériences, et on prend des séries d'enfants de 3 ans. Et on demande à quelqu'un de téléphoner à la mère. Et la mère, on lui a demandé d'acheter des chaussures. On a eu une bourse de recherche pour qu'elle puisse acheter des chaussures volontairement très colorées. Donc le compère téléphone à la mère qui a acheté des chaussures, et la mère passe le téléphone à l'enfant de 3 ans, et la personne qui téléphone demande à l'enfant: il paraît que ta mère t'a acheté de belles chaussures. À l'âge de 3 ans, tous les enfants montrent les chaussures au téléphone. Quand on fait la même observation expérimentale avec des enfants de 4 ans, tous les enfants de 4 ans mettent des mots à la place des chaussures. Et ils décrivent avec des mots: oh oui, c'est des belles chaussures, elles sont rouges, elles sont vertes, maintenant je joue bien au football avec ces chaussures. Ils mettent des mots. Ils ont créé un autre mot, ils ont créé un monde de représentation verbale qu'ils mettent à la place des choses réelles. Ils ont vécu, ils vivent désormais dans un monde de métamorphose parolière. Donc la parole nous donne un espoir, la possibilité de langage. Il y a une phrase de Prince qui dit le langage, c'est la source des malentendus. C'est l'idée contraire. Hein? Non, non, parce que la parole permet de créer un monde intersubjectif. Et ce monde peut être une merveille, ça peut être aussi une horreur. Par exemple, si on crée tous les deux un monde de surhommes. Vous êtes un surhomme, vous êtes d'accord? Oui, et moi, je suis un surhomme aussi, vous êtes d'accord? Pas du tout. On va quand même créer un monde de surhommes parce que je vais vous l'imposer. Okay. Alors, on crée un monde de surhommes, donc on va s'aimer, puisqu'on appartient à un monde de surhommes. Et si les autres nous contestent, comme on a la plus forte armée, on a la police, on a le pouvoir économique, on a l'argent, on va leur imposer ce monde. Et ce monde de récit qu'on a créé fait qu'on va faire un monde clos, coupé du monde des autres. Toutes les déclarations de guerre sont parties comme ça. Tous les racismes sont partis comme ça. Tout le mépris des autres sont partis de cette démarche-là. Donc la parole peut être une merveille et peut être une horreur. Ça peut être une merveille quand ça permet de métamorphoser le monde pour en faire de l'intelligence, du partage, de la poésie, des œuvres d'art. Ça peut être une horreur quand ça crée un récit mythique, clos, coupé des autres. Et les guerres partent de là. Vous avez parlé aussi de l'humour comme une des possibilités de résilience à côté de la beauté. Pourquoi l'humour est si important, et vous pouvez donner peut-être un exemple sur la possibilité de changement de vie à partir d'une expérience de l'humour? Alors, l'humour, Freud a été un des premiers à souligner l'importance de l'humour pour lutter contre la souffrance. Parce que l'humour permet de mettre à distance la souffrance. Si je vous raconte l'horreur de ce qui m'est arrivé, je vais vous gêner. Je vais gâcher votre soirée. Et vous allez me faire taire. Parce que ça vous gêne. Je vais vous gêner. Raconter les choses telles qu'elles sont, c'est souvent obscène, insupportable. Donc, la gêne que je vais provoquer en vous à cause de mon drame, à cause de ma tragédie, fait que je vais me taire. Vous allez me faire taire, je vais me couper en deux. Donc, je vais être clivé. Une partie de ma personnalité que vous allez accepter, une autre qui va souffrir en secret. En revanche, si j'arrive à raconter ce qui m'est arrivé, en vous faisant sourire, en vous faisant rire, en vous intéressant, en faisant une pièce de théâtre, en faisant une pitrerie, à ce moment-là, vous n'allez pas me chasser du monde des humains, puisque ça va vous amuser ou vous intéresser. Et moi, j'aurais pu m'exprimer quand même et garder ma place dans le monde des humains grâce à l'humour. En plus, le fait de faire un travail d'humour est proche de la poésie. C'est-à-dire que je ne me soumets pas, je représente
Je maîtrise et je fais une représentation théâtrale, une représentation belle, une représentation drôle de ce qui m'est arrivé. Alors un exemple. Je travaille à Paris avec une institution juive. Tous les enfants ont été incroyablement massacrés pendant la guerre de 40. Ils ont fait maintenant une association pour chercher à comprendre, encore aujourd'hui, pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et cette association marche très bien et la secrétaire est débordée parce qu'elle a de plus en plus d'adhérents, il y a de plus en plus de monde. Alors le président de l'association dit la secrétaire est débordée, il va falloir qu'on prenne un... Alors quelqu'un d'autre, oui, il va falloir qu'on prenne un... Quelqu'un d'autre dit ah. Et alors à ce moment-là, tout le monde éclate de rire en même temps et dit on peut quand même pas prendre un collaborateur. Parce que pendant la guerre, les collaborateurs travaillaient avec les nazis. Donc ça a été dit, mais ça a été dit sous forme d'éclat de rire, et donc on a pu transformer la souffrance en éclat de rire. Vous parlez que c'est important aussi le déni. Oui. Dans le cas, par exemple, de la souffrance du peuple juif, c'est peut-être difficile. Et il semble que le peuple juif, ou une certaine culture associée au peuple juif, n'a pas travaillé le déni. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, il me semble que le peuple juif, c'est sûrement le peuple de la mémoire et le peuple du livre. C'est-à-dire que ces souffrances depuis 2000 ans, ces souffrances obligent à la mémoire et à la contrainte à comprendre. D'où le nombre anormalement élevé d'écrivains, d'artistes et d'universitaires dans cette population. Ce qui est un signe de lutte contre la souffrance. Mais c'est un signe aussi de non-soumission. En revanche, après la guerre de 40, il y a eu, parmi les Juifs d'Europe centrale, il y a eu beaucoup de déni. C'est-à-dire que très peu ont parlé de ce qui s'était passé. Ça peut paraître énorme, mais ça peut s'expliquer. Parce que l'horreur était telle que ces hommes et ces femmes ne voulaient pas transmettre l'horreur à leurs amis et surtout à leurs enfants. Donc ils se taisaient. Ce n'était pas un secret. Si vous aviez posé des questions, ils auraient répondu. Mais bien sûr, personne ne posait des questions parce que c'était insoutenable à entendre. Il valait mieux que tout le monde dénie. Les blessés et les non blessés. Ce que j'appelle les normopathes, les anormalement normaux. Les gens qui sont... C'est pas normal d'être normal à ce point-là. Donc tout le monde a participé au déni. Mais ce n'était pas un secret. Si vous aviez posé des questions, les blessés auraient répondu. Mais tout le monde s'arrangeait pour ne pas poser de questions. Donc c'était un mécanisme de défense trop coûteux parce que ça a empêché de résoudre le problème. Et les enfants se sont développés au contact de parents troués. Papa, maman, je comprends pas. Il est gentil, il travaille, il parle, mais tout d'un coup, il se tait, ou il se met en colère, ou elle pleure, et elle se fâche. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était des parents troués, une partie gentille et une partie inquiétante. Donc, ça a transmis quelque chose comme trouble aux enfants. Donc, je pense que beaucoup de peuples ont réagi comme ça. C'est-à-dire, quand il y a un traumatisme culturel, beaucoup de peuples réagissent de cette manière, et c'est probablement payer trop cher une blessure. Mais vous dites que le déni est positif dans certains cas, est nécessaire. Voilà, c'est ça. Le déni n'est pas positif, mais il est nécessaire, il est inévitable. La métaphore que je propose, c'est les blessés de la route. Les blessés de la route finissent toujours par trouver une position anti-algique qui leur permet de moins souffrir. Quand on se précipite sur eux pour les aider, ils disent « ne me touchez pas, ne me touchez pas ». Ils ont raison. Si on les ramasse n'importe comment, on aggrave leurs blessures, on aggrave leurs fractures. 2, ils ont tort, on ne peut pas les laisser sur la route. Donc le déni est un facteur de protection, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Dans un premier temps, on ne peut pas parler, c'est trop dur, c'est invraisemblable. On ne peut pas le dire, l'émotion nous bloque, ou vous, monsieur le normopathe, vous me feriez taire. Donc c'est pas possible. Dans un premier temps, c'est un mécanisme de défense qui protège. Si ça dure trop longtemps, c'est une amputation de la personnalité. Je ne suis pas entier à cause de mon déni. Vous n'acceptez de moi que la partie de ma personnalité qui vous amuse ou qui vous intéresse. Je ne suis pas entier. Donc oui, c'est un mécanisme de protection, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Vous donnez un deuxième concept à côté de la résilience, c'est l'oxymoron. Oui. Qu'est-ce que ça signifie et c'est utile à quoi ce concept? Pour comprendre pourquoi. Alors, l'oxymoron, le maître de l'oxymoron, c'est Baudelaire. Oui. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. C'est Victor Hugo. C'était la sombre clarté. Donc Gérard de Nerval aussi. Gérard de Nerval. Oui. La douce mélancolie, non, la mélancolie, la belle mélancolie, la douce mélancolie. Oui, j'oublie aussi le terme. Et c'est-à-dire qu'on dit deux mots opposés et pourtant associés. Par exemple, les cathédrales ont souvent été bâties sans ciment. Et les voûtes des cathédrales tenaient parce que chaque voûte était opposée. Et c'est la force de l'une qui, en s'opposant à la force de l'autre, fait que le toit de la cathédrale tenait. Il n'y avait pas de ciment. Et que c'est donc deux forces opposées et associées qui permettent de tenir. Et quand on a été blessé, on a ces deux forces associées. J'ai du mal à le dire et je suis obligé de le dire. J'ai du mal à dire ce qui m'est arrivé parce que c'est horrible et que ça va vous gêner. Peut-être que quand je vais vous raconter, vous allez faire une mimique de dégoût. Peut-être que pire encore, vous allez avoir pitié de moi. Peut-être que pire encore, vous allez éprouver une gourmandise sadique pour ce qui m'est arrivé. Donc je ne peux pas le dire. Et pourtant je suis contraint à le dire. Je ne peux pas être prisonnier du passé. Je ne peux pas passer ma vie avec cette horreur dans mon monde mental. Il faut que je réintègre le monde des humains en le disant. Donc je suis contraint à le dire, mais je ne peux pas le dire n'importe comment. Un oxymoron. À propos de l'oxymoron, vous parlez aussi de l'importance de l'ambivalence de l'esprit, de l'âme, du psychisme de l'homme. Pourquoi l'ambivalence est importante et nécessaire? De connaître cette ambivalence et travailler avec cette ambivalence. Alors, il me semble, j'ai pratiqué la psychothérapie pendant presque 40 ans. Mais je n'ai pas encore fait mon adolescence. Ah bon? Oui, quand je la ferai plus tard, vous allez voir, je serai... Ah bon, ok. Mais j'ai pratiqué ce curieux métier passionnant et difficile de la psychothérapie pendant presque 40 ans. Et je pense qu'on est tous ambivalents, c'est-à-dire que tous, à un moment, on a envie d'étrangler les personnes qu'on aime le plus. Donc ça vous est arrivé. Or, parce qu'on les aime, on leur demande d'être parfaits, ce qui n'est pas possible, et pour nous aussi. Donc, on est très sensible. Si on aime quelqu'un, la moindre imperfection de cette femme, de cet homme, de cet enfant qu'on aime, la moindre imperfection va nous toucher beaucoup trop et on va réagir par une explosion de colère contre la personne qu'on aime le plus. On est parfaitement ambivalent. Alors, si on dit, c'est l'ambivalence qui gouverne tous les rapports humains. Entre amis aussi, on est ambivalent. Dans les couples. Dans les couples et avec nos propres enfants aussi, on est ambivalent. On organise toute notre vie autour de nos enfants et il y a des moments où ils nous exaspèrent. Donc on est... Ne continuez pas. Donc on est ambivalent. Si on accepte cette idée, on peut la travailler et en faire quelque chose. Alors on peut dire, notre femme, écoute, là vraiment, je vais mal te répondre, je te répondrai plus tard, parce que là, ça ne remet pas du tout en cause l'amour que j'ai pour elle, ça remet en cause que je ne contrôle pas maintenant mes émotions. Donc pour éviter de la blesser, je vais plus tard, quand je me serai calmé, lui envoyer une poésie, lui faire lire un livre. Ah, t'es pas d'accord avec moi? Bah tiens, regarde ce qu'il a écrit Cervantes, et hop, je lui donne. Et je vais demander à Cervantes, ou au philosophe, ou au poète, je vais lui demander de dire joliment ce que moi, je n'aurais pas su dire. Donc, si je sais qu'on est ambivalent, je maîtrise un peu mieux, je fais un peu moins de mal. Et je crois que c'est Catulle, le poète de l'Antiquité, qui disait que je t'aime et je te haïs. Oui. En même temps. En même temps. Donc, la haine fait partie de l'amour aussi. Oui, ben la haine, c'est un affect. On est affecté par la haine. Et la haine fait partie de l'amour. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien... Nos bébés sont très souvent ambivalents. Par exemple, il y a les bébés qui aiment beaucoup leur mère. La mère s'en va, et puis elle revient. Et au moment où elle revient, le bébé se jette dans les bras de sa mère parce qu'il l'aime, et il la mord ou il lui tape dessus, parce qu'en l'aimant, il lui a donné le pouvoir de le faire souffrir. Quand elle est partie, il a souffert parce qu'il l'aimait.
Donc les bébés sont ambivalents dès les premiers mois de la vie, dès les premiers mois de l'existence. Ils crient, ils frappent la personne la plus importante pour eux. Donc je crois que l'ambivalence est au cœur de l'être humain. Et je pense que ça doit être utile, ce concept d'ambivalence, par exemple, pour une personne qui a souffert dans une guerre, qui a de la haine, et qui peut peut-être pardonner, ou, je ne sais pas si aimer, mais pardonner, ou regarder celui qui lui a fait de... Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'après beaucoup de guerres ou après beaucoup de catastrophes sociales, il n'y a pas toujours de la haine. Et je suis même souvent étonné de voir à quel point, par exemple, au Moyen-Orient, en Algérie, où ils sont en guerre civile, il n'y a pas forcément de la haine. Ce qui peut paraître difficile à comprendre quand on voit les souffrances que les hommes s'infligent dans ces pays. Et pourquoi? Je pense que la haine est un poison de l'existence. Et que ces hommes et ces femmes qui aiment la vie malgré la guerre savent éviter la haine, et que le plus sûr moyen d'entretenir la guerre et le plus sûr moyen d'entretenir la souffrance des deux parties, c'est d'entretenir la haine. Les Français et les Allemands ont fait ça entre les deux guerres, ils ont su le faire. Quand l'Allemagne a été vaincue en 1918, le traité de Versailles a humilié les Allemands. Et c'est en exagérant. Et je crois qu'il ne faut pas humilier les gens, ni les peuples, ni les hommes. Il ne faut pas humilier. Parce que l'humiliation, c'est la promesse d'une future guerre. Et les Allemands humiliés n'ont eu qu'une idée en tête, se venger. Leurs enseignants, leurs professeurs, leurs instituteurs apprenaient la haine à leurs enfants. Et en France, les instituteurs, qui étaient à cette époque-là un très beau métier, apprenaient la haine aux enfants. Ils préparaient la prochaine guerre. J'ai travaillé au Kosovo, il n'y a pas longtemps, et les Kosovars qui ont souffert apprennent aux petits Kosovars aujourd'hui des chants, des poésies, des théories qui préparent la prochaine guerre. Parce qu'ils entretiennent la guerre, et le Moyen-Orient apprend dans les écoles. Les gens apprennent la haine aux enfants, ce qui est le plus sûr moyen d'entretenir la guerre, de répéter la guerre et d'entretenir la souffrance. Et je crois que beaucoup de gens gravement blessés n'ont pas de haine, parce qu'ils privilégient la vie. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur la bande de Gaza, ou en Israël, et j'ai vu des gens qui avaient été terriblement, très cruellement blessés dans leur propre famille. Je pense à une famille d'Israéliens dont les deux filles de 12 ans et de 14 ans avaient été tuées dans un attentat et qui continuaient à militer pour que les Palestiniens récupèrent une partie de leur pays. C'est incroyable. Hein? Magnifique ça. Hein? Est-ce que la résilience peut... On parle de résilience par rapport aux individus. On peut parler de résilience des pays au niveau social, au niveau collectif? Oui. Du résilience collective, la résilience? Oui. Je travaille à Toulon, c'est un port de guerre en France. C'est là où il y a la marine, la plus de marins. Et les marins avec qui je travaille m'ont fait comprendre qu'il y a des groupes de soldats qui sont plus résilients que d'autres groupes de soldats. Et souvent, c'est les plus durs. Par exemple, il y a les sous-mariniers. C'est très dur d'être sous-marinier parce que c'est un tout petit espace, parce qu'ils risquent leur vie tout le temps, parce qu'ils ont des contraintes très très grandes. Par exemple, les couloirs sont si étroits que deux hommes ne peuvent pas se croiser face à face. Donc il faut faire un mouvement pour se croiser. Ils ont appris ça à la perfection. Il n'y a que 2 lits pour 3 hommes. C'est-à-dire qu'un homme doit toujours être debout. Et ils risquent leur vie tout le temps. Ils risquent d'être écrasés par la pression de l'eau, ou s'il y a un choc. Si l'eau s'infiltre, ils vont mourir écrasés et noyés. Et chaque fois qu'il y a eu une épreuve et qu'ils en ont triomphé, ils en sont ressortis plus grands, après qu'avant l'épreuve. Et ils étaient très liés par la victoire sur l'épreuve. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance renforçait ces hommes qui étaient très fiers d'appartenir à un groupe très très dur. Alors que les marins de pont, c'est plus facile, il y a moins de contraintes, il y a moins l'angoisse de la mort. Eh bien, ces marins-là sont plus vulnérables que les sous-mariniers
qui pourtant vivent dans un milieu beaucoup plus dur. Donc il y a donc des groupes résistants, plus résistants que d'autres, plus résilients que d'autres. Il y a des familles plus résilientes que d'autres. Par exemple, il y a des familles qui, dans les coups durs, dans les traumatismes, s'unissent, se soudent et redémarrent plus vite que d'autres. Et des familles qui sont fracassées. Par exemple, j'ai travaillé à Beyrouth pendant la guerre du Liban et j'ai dirigé une thèse et Beyrouth a été très touchée par la guerre, hein, c'est-à-dire que la ville a été très détruite. Il y a eu 200 000 morts pour un petit pays. Hein, c'est un petit pays, donc et 1 million d'exilés. Donc c'était un pays très fracassé par la guerre. Eh bien, Beyrouth a eu très peu de syndrome psychotraumatique parce que les familles étaient très unies. Les amis étaient très unis et en pleine guerre, ils se protégeaient, ils parlaient pour donner sens, pour chercher à comprendre. Et en pleine guerre, il y avait les fêtes. Il y avait les fêtes. Les femmes préparaient des gâteaux, on riait, on chantait en pleine guerre. Alors la vie continuait. La vie continuait avec des mécanismes de défense très très précieux. Alors qu'à Tripoli, par exemple, qui a été beaucoup moins bombardée et beaucoup moins massacrée, les familles, les groupes humains étaient moins soudés et avaient donné moins de sens. Ils se demandaient pourquoi ça arrivait, et c'est à Tripoli qu'il y a eu le plus de syndrome psychotraumatique. Vous faites une différence entre le bien-être et le bonheur. C'est intéressant de savoir quelle est la différence entre le bien-être et le bonheur. Eh bien, vous m'avez offert un verre d'eau. J'avais soif. Ce verre d'eau m'a procuré un sentiment de bien-être. Si vous m'obligiez, parce que vous êtes un surhomme, donc un tyran, si vous m'obligiez à boire 100 verres d'eau, vous transformeriez mon bien-être en souffrance. C'est pas le bonheur. Et pourtant, ce verre d'eau m'a donné le bien-être, m'a pas donné le bonheur. Pour donner le bonheur, il faut qu'il y ait une représentation. Il faut que dans mon monde intime, je me fasse un projet de quelque chose qui aura un sens. Et c'est ça qui va faire une diffusion de bonheur constante. Je vais métamorphoser la réalité que j'éprouve pour créer en moi un sentiment de bonheur constant. La culture du bien-être, c'est la culture de la consommation. Je consomme, je cours une autre consommation, je cours une autre consommation. Cette culture du bien-être mène au malheur. Parce qu'il y a toujours un moment où on est gavé. Comme 100 verres d'eau, c'est une torture. Et que cette culture de la consommation mène à l'amertume. Il y a toujours un moment où j'en veux plus, l'autre en a plus que moi, le gouvernement m'empêche d'en avoir plus, le tyran m'impose sa loi et m'empêche d'en avoir plus. Donc cette course au bien-être mène au malheur. Alors que j'ai travaillé dans beaucoup de pays très pauvres où les gens étaient très heureux parce qu'ils étaient très cultivés. Je ne sais pas comment c'est au Chili, mais en France actuellement, on a tendance à trop dire que la pauvreté mène à la délinquance, la pauvreté mène à la violence. Je crois que c'est pas vrai. Je connais des tas de pays pauvres où les gens sont très cultivés. Vous avez étudié par exemple des cas en Amérique latine, au Brésil, ou Colombie où il y a... Oui, j'ai travaillé en Colombie. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Eh bien, la Colombie est un pays en guerre civile chronique. J'ai découvert, parmi les amis colombiens avec qui je travaille, j'ai découvert la solidarité, l'affection, une grande culture, et parce qu'ils sont soudés par la guerre, un peu comme les Libanais. Et j'ai découvert aussi le fait qu'il y a toute une partie de la population qui est exclue de la culture, qui est exclue du partage, et que c'est là qu'on trouve la violence. C'est pas la pauvreté qui les rend violents, c'est le fait d'être exclu, d'être déritualisé, d'être chassé de la culture. Puisqu'il y a des murs qui séparent certains quartiers d'autres quartiers, et pour empêcher les pauvres d'entrer dans les quartiers riches, il y a des hommes en armes, partout, à chaque coin de rue, dans les entrées d'immeubles, à l'entrée des lycées, des écoles, il y a des hommes en armes partout. Donc ce qui provoque la violence, c'est pas la pauvreté, c'est l'exclusion de la culture, la perte culturelle. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux sur le savoir? Oui. Je pense qu'on peut être heureux sans savoir, et je pense qu'on peut être malheureux sans le savoir.
On peut être heureux sans le savoir. Par exemple, beaucoup de couples, sous l'effet de la routine, quand on voit sa femme, son mari tous les jours, on finit par ne plus se rendre compte. Et puis un jour, elle disparaît. Et là, je découvre, mais je ne me rendais pas compte que je l'aimais à ce point-là. Elle était là tous les jours. Je ne me rendais pas compte. Elle n'est plus là. Son absence me fait découvrir que je ne peux pas vivre sans elle. Et c'est son absence qui me fait découvrir à quel point j'étais bien avec elle. Et quand elle était là, je ne le savais pas. J'étais heureux sans le savoir. Et il y a le raisonnement contraire, on peut être malheureux sans le savoir. Je pense à une de mes patientes qui avait épousé un homme paranoïaque. Et il ne faut jamais épouser un homme paranoïaque. Hein, Ni une femme. N'épousez pas un homme paranoïaque. Parce que la vie quotidienne est invivable. Oui. Ils veulent tout contrôler, ils savent tout, vous ne savez rien. Pour votre bien, ils vous écrasent. Enfin, c'est très très difficile à vivre. Et cette femme avait des troubles respiratoires. Et jusqu'à l'âge de 63 ans, elle consultait tous les médecins parce qu'elle avait du mal à respirer, elle avait quelque chose qui serrait dans la gorge. Et bien sûr, on ne trouvait rien de respiratoire. Et puis un jour, cette femme a eu beaucoup de chance. Son mari est mort. Et elle a eu, à ce moment-là, elle a eu une autre chance. Elle est devenue comédienne de remplacement dans des films. Vous savez, les acteurs intermittents qu'on met dans les films. Et là, l'ambiance était très gaie. Et cette femme, un jour, elle me dit, mais je ne viens plus vous voir, je respire bien. Je ne sais pas pourquoi, mon asthme est guéri. C'est un miracle. C'était un miracle. C'était un miracle de la gentillesse. C'était un miracle des relations humaines enfin paisibles. Cette femme avait passé 63 ans de sa vie sans savoir qu'elle était malheureuse. Elle croyait que c'était comme ça qu'on vivait. Les enfants maltraités disent très souvent, mais très longtemps, défendent leurs parents parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'on est enfant. Ils ne savent pas qu'on peut être enfant d'une autre manière. Et ils se laissent maltraiter, ils défendent leurs parents souvent parce qu'ils ne savent pas qu'on peut vivre autrement. Ils croient que c'est la condition humaine. Donc oui, on peut être heureux sans le savoir et on peut être malheureux sans le savoir. Est-ce que vous pensez que notre société moderne, entre guillemets, ou les sociétés modernes au monde, parce qu'il y a d'autres parties du monde qui ne sont pas même entrées dans la modernité, sont plus joyeuses que les sociétés avant de la modernité? Et est-ce que c'est possible que nous soyons des sociétés heureuses sans le savoir? Quel est votre diagnostic de la société contemporaine, du point de vue du bonheur, de la joie, du bienfait? Alors, je pense qu'on a sous-estimé l'importance de la technologie dans la manière dont nos sentiments sont façonnés par notre culture moderne très technologique. Il n'y a pas une seule invention technologique qui ne change pas l'idée que l'homme se fait de lui-même. Toute invention technologique, même simple, bouleverse la condition humaine. Même une invention simple, très facile, comme l'imprimerie, bouleversée, comme le blocage de l'ovulation, la pilule, qui bouleverse la manière dont les femmes se pensent. Même celles qui ne prennent pas la pilule savent que c'est possible. Donc elles se pensent de manière totalement différente. Dès l'instant où elles savent qu'on peut bloquer l'ovulation par un mécanisme très simple, elles pensent qu'elles peuvent avoir une autre aventure, elles peuvent avoir une aventure intellectuelle, une aventure sociale, et que leur rôle n'est pas réduit à la maternité. Une invention technique simple bouleverse la manière dont on se pense. Alors notre monde moderne se caractérise par la technologie. C'est notre nouvelle écologie. Voilà notre nouvel univers écologique, l'artifice. L'artifice des machines et l'artifice des mots. Parce que c'est un artifice aussi, la parole. Or, on vit dans cet artifice-là. Ça veut dire que, quand on vit dans le monde de la nature, c'est la souffrance, et on lutte contre la souffrance par l'entraide. La chasse, la protection, la chaleur, le feu, le partage des aliments, de l'eau. On vit dans l'immédiat. Dès l'instant où on vit dans le monde de l'artifice, de la technique et des mots, on vit dans un monde de représentation. Et là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le monde de représentation, ça peut être une merveille, ça peut être l'œuvre d'art, ça peut être le cinéma, le théâtre, la poésie, la peinture, la philosophie. Une merveille, ça peut être l'horreur aussi. L'horreur des représentations, des mondes clos, des mythes, du fondamentalisme, quelle que soit la religion. Je suis le seul à savoir la vérité, je vais vous l'imposer. Je suis le seul à savoir
quel est le bonheur des hommes, je vais vous l'imposer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous envoyer l'armée ou la police. Donc voilà un raisonnement fondamentaliste, puisque moi je sais où est la vérité, et pas vous, puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi, et que je suis le seul à avoir raison. Vous êtes bien d'accord? Je suis d'accord. Ce qui me frappe, M. Cyrulnik, c'est votre optimisme. C'est difficile de trouver des gens optimistes au monde, en général. D'où vient cet optimisme? D'où vous vient cet optimisme si radical? Peut-être d'un pouvoir de rêve. C'est vrai que le plus sûr moyen de supporter le réel quand il est horrible, quand il est insupportable, c'est de rêver, c'est de poétiser, et que ça provoque un sentiment de beauté, alors que le réel est horrible. Et il y a des cultures, il y a des groupes humains qui facilitent ça, il y a des rencontres qui facilitent ça. Il y a des groupes humains, il y a des cultures, et il y a des cultures aussi qui encouragent l'horreur et le désespoir. Mais je pense que certains enfants ont ce pouvoir de créativité qu'on n'exploite pas assez. Alors, je vais vous remercier. Je voudrais continuer cette interview. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé votre manière de voir l'être humain. C'est difficile de trouver ces visions aujourd'hui. C'est plutôt le pessimisme ambiance qui domine en général dans nos sociétés. Je vous remercie beaucoup et nous sommes très contents de votre visite au Chili. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et accepté au Chili. À bientôt. À demain. À demain. OK.